Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, dédiée aujourd'hui à une séance de questions-réponses avec vos questions et ses réponses. Voilà. Je pense qu'on va faire comme ça. Oui, c'est de plus en plus difficile de donner des réponses, parce que le monde devient de plus en plus fou. Enfin. Exactement. Alors écoute, on va commencer de façon assez liminaire sur la situation en France. Oui. Et ce qu'on peut en tirer pour l'instant. Alors, ça c'est une question qui est un peu en trois temps. Comment pensez-vous, Charles Gave, que va évoluer l'inflation ? Comment va évoluer le prix de l'immobilier ? Et comment va évoluer l'épargne des Français ? Est-ce que le risque qu'une ou plusieurs banques s'effondrent est-il réel ? Certains économistes pensent que l'inflation va s'aggraver et d'autres qu'il y a un risque de récession. Quelle est donc votre opinion ? Merci. Ben, c'est une très bonne question. Merci de me l'avoir posée. Merci de me l'avoir posée. Puis on va parler d'autre chose, les gars. Parce que, si ça ne vous dérange pas. Oui. Parce que, alors. Donc, on voudrait vous parler d'autre, mais je plaisante. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, il faut de temps en temps, il faut faire preuve d'une sage modestie. Et il y a quelques mois, je me disais, si l'hiver est normal, ça risque de saigner. Et puis on a eu l'hiver le plus doux depuis je ne sais pas combien de temps. Du coup, qu'est-ce qu'on disait aux gens ? C'est qu'il risquait d'y avoir des problèmes d'approvisionnement d'énergie en quantité, si l'hiver était froid. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce n'est pas une question de prix. S'il n'y a pas assez d'énergie, l'économie se viande. On a eu un coup de peau, il a fait très doux. Oui, il fait très doux encore. Il fait très doux encore. Dans nos pays, en tout cas. Dans nos pays, en tout cas. Donc, il paraît qu'il va faire froid la semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est vrai, à partir du 8, mais enfin, bref. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le scénario le plus catastrophique ne s'est pas passé. Bon. Et donc, les marchés se sont dit, ils s'étaient, eux, préparés au scénario le plus catastrophique. Non, il n'y a pas de catastrophe. Donc, ils ont remonté assez sèchement. Ce qui est très bien. Et ce à quoi, en toute honnêteté, je ne m'attendais pas, parce que je ne savais pas que l'hiver allait être doux. On ne peut pas savoir. Donc, les marchés sont remontés. Mais alors, avant de répondre à la question, je voudrais faire une petite incidente sur l'espèce de portefeuille que j'ai créé pour les gens. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est à 50% en actions françaises de bonne qualité. Donc, elles sont remontées gentiment, bien. Comme il n'y a pas de récession qui arrive pour l'instant, l'or est remonté vaillamment aussi. Et la monnaie chinoise est remontée aussi. Donc mon portefeuille, finalement, alors qu'il s'est passé quelque chose que je n'anticipais pas, il a fait très bien. Oui. Tu vois, c'est donc ce que toujours je essaie de vous expliquer, c'est que la gestion de portefeuille, c'est une chose en soi, le portefeuille. Et quelque part, il faut le bâtir dans l'hypothèse où on se trompe. Oui. Tu vois, c'est ça toute la difficulté. C'est que la plupart des gens aiment jouer des scénarios, ça va s'écrouler, ça va monter, etc. Moi, c'est pas du tout ce que je fais. Je dis quel est le portefeuille qui passera, quoi qu'il se passe, même si je me trompe, ce qui est une hypothèse qu'il faut pas envisager d'habitude. Mais il m'arrive de temps en temps de pas voir un coup. Celui-là, je l'ai pas vu. Les gens qui ont suivi la méthode que je lui ai donnée. Donc, tu as les obligations chinoises qui sont montées un peu en euros, les obligations, l'or qui est monté, et puis les actions qui sont montées, et chacun sont montés, mais la somme des trois a monté plus que chacun des trois, parce que quand l'or était pas cher, tu vendais des obligations chinoises pour acheter de l'or, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un système en quelque sorte de rééquilibrage automatique. Donc, il n'est pas nécessaire de répondre aux questions que le lecteur me pose pour investir. Donc, si tu as de la structure de ton portefeuille est bonne, et une fois encore, je maintiens que la structure du portefeuille est beaucoup plus importante que les trucs que tu mets dans le détail à l'intérieur. Bon. D'accord. Alors maintenant, les marchés s'étaient positionnés pour ce que j'appelle une récession, une baisse de l'activité économique assez forte, et les gens pensaient que cette récession allait faire baisser le taux d'inflation. Bon. Mais maintenant, ce que je viens de te dire, c'est que la récession, on en avait parlé la dernière fois, la réouverture de la Chine, etc., elle va peut-être pas avoir lieu. Ça veut dire que la baisse du taux d'inflation
Peut-être que oui, peut-être que non, mais à mon avis, c'est plutôt peut-être que non, quoi. Il y aurait Alors du coup, qu'est-ce qu'il leur reste comme levier, entre guillemets, si toutefois, pour faire baisser la dite inflation, si on ne peut pas faire entrer le pays dans une récession programmée? Eh ben, elle n'aura pas lieu, la baisse. Hein. Elle n'aura pas lieu, donc on va continuer d'avoir on est à 6, on continue. Alors non, attends, on est à 6,2 à la main. Ils nous ont sorti des statistiques de l'Europe où, comme par hasard, l'inflation des pays européens sera à 10,2, nous on serait à 6,2. Et tout le monde caracole en tête à 15, 30, sachant que quand tu regardes au détail, la viande a pris plus 30%, les céréales 25%, et donc le panier alimentaire, lui, est très nettement en augmentation de 25%. J'avais parlé la dernière fois de mon indice qui est fait de nourriture, d'énergie et de loyer. Lui, il est aux alentours de 12 ou 13. Hein, donc, oui, c'est ça. Mais par contre, il y a toute une série de choses dont on peut penser que ça a peut-être baissé un peu. Donc, l'inflation, ça va pas baisser. Ce qui pose immédiatement la question, si l'inflation est à 6, les obligations de l'État français sont à 4. Bon, 3,5, 4, mettons, ou de l'État italien. Si on perd moins 2% par an en capital tu gagnes pas ta vie, quoi. Non, bien sûr. Donc, si l'inflation ne baisse pas, ça veut dire que l'Ursus Magnus, dont j'avais parlé dans le temps, il est en train de se passer, mais il est en train de se passer sur les marchés obligataires. C'est un peu ce que j'avais prévu aussi, d'ailleurs, en disant le vrai danger, c'est les obligations en Europe ou aux États-Unis. Donc, en fait, l'obligation chinoise n'est pas touchée. Elle n'est pas touchée, puisque il n'y a pas de problème d'inflation en Chine, puisqu'ils n'ont pas augmenté la masse monétaire. Eux, ils n'ont pas fait marcher la planche à billets. Donc, c'était toute la raison pour laquelle je disais aux gens d'aller en Chine et plus de rester en Europe. Et donc, c'est-à-dire que ça n'est pas à cause du fait que tu sois payé par le Parti communiste chinois. Si, ça va sans dire, mais tu sais, c'est très difficile de se faire payer aujourd'hui parce que dès que tu reçois un virement dans ta banque, tout le monde est au courant. Enfin bref, c'était beaucoup plus facile d'être corrompu autrefois, quoi. Oui, les gens avec des valises de diamants, avec des petites briefcases, tu sais, qui faisaient clac-clac comme ça, et puis dedans, tu avais des billets. T'avais des billets, et puis surtout, regarde, c'était la bonne méthode, c'était les valises de billets comme cette... cette députée européenne. Voilà. C'est sûr que les Grecs, ils savent les valises vivre. de pays et les valises de billets, tu sais, puis en plus, il faut dire quelque chose, c'est que le plus gros billet en Chine, c'est 100 yuan ou renminbi, et 100 yuan, ça doit faire à peu près 10 euros. Ouais, alors... Donc, tu arrives avec tes valises de billets de yuan, il faut un camion, quoi, donc, bref, tout ça, c'est des bêtises. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'inflation n'est pas... Donc, le problème reste entier sur les marchés obligataires européens. Mmh. Et ce dont on a déjà parlé aussi, c'est cette espèce de mauvaise humeur qui commence à se manifester contre le dollar dans le monde entier. Et le système pour remplacer le dollar est en train de se mettre en place, on le voit. Écoute, on a vu cette semaine, et c'était quand même intéressant, parce que la Chine a dit, tout fort, et la Chine n'est pas adepte de paroles verbales, qu'elle aimerait bien, vraiment très très bien, que les USA arrêtent de livrer des armes à l'Ukraine. Oui. Sous-entendu... ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Donc, je pense que ça va pas s'arrêter là. Non, et il y a un truc qui est sorti il y a 1 ou 2 jours dans le Washington Post, qui est un peu l'organisme officiel de la CIA aux États-Unis, en disant qu'il serait temps que la Russie accepte les accords de paix, et les accords de paix, ce serait la partition de l'Ukraine, tout ce que demandait la Russie il y a 1 an et demi, tu vois. Donc on sent bien que maintenant il commence à se dire aux États-Unis, l'Ukraine va se faire ratatiner, on va perdre, l'OTAN va perdre, et ça fera 4 ou 5 fois de suite que les États-Unis perdent. Ils auront perdu en Afghanistan, en Irak, en Syrie, enfin partout. Donc on sent comme un petit vent de panique se lever à Washington sur, dans le fond, cette tentative de déstabiliser la Russie. Ça déstabilise pas la Russie, ça déstabilise les États-Unis et ça déstabilise l'Europe. Mais la Russie, elle va très bien, merci, il n'y a aucun problème. Oui, j'ai vu des chiffres du PIB qui étaient... ni fait ni à faire, quoi, c'était voilà. Ouais, donc, pour répondre à la question de Gala, c'est que, qui est une bonne question, encore une fois, c'est qu'il y a 2 variables toujours. Tu regardes l'activité économique et que tu regardes l'inflation.
Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'activité économique est meilleure que prévu. On n'a pas de récession, en quelque sorte. Ce qui veut dire que, par contre, l'inflation va être pire que prévu. Mais, et c'est là où il y a des effets d'optique toujours, c'est comme l'inflation était très forte l'an dernier à cette époque, si tu étais à 1% par mois l'an dernier et que tu passes à 0,50, sur 12 mois, tu vas perdre un demi-point d'inflation. Oui. Et tous les types vont dire « on a fait le plus haut, c'est bon les gars ». Ben ça, j'en suis pas sûr du tout. Je suis pas du tout certain qu'on ait fait le plus haut les gars. Donc le vrai danger aujourd'hui, ça reste l'inflation. Mm-hmm. C'est vrai partout. Et tu penses que... la vraie question aussi par rapport à cette inflation, c'est les taux. Oui, ben parce que les taux sont beaucoup trop bas. Donc les taux sont beaucoup trop bas. Les Allemands détestent l'inflation. Nous, on a eu l'intelligence de balancer des OAT qui ont été indexés sur l'inflation. Je ne sais pas, on les a exigés de nous. Pourquoi on s'est mis à faire ça ? Oh, j'imagine qu'il y avait une demande. C'était le système d'assurance français qui disait au gouvernement, dites vous êtes gentil, mais nous, acheter des obligations à 0 alors que l'inflation est à 4, ça bouffe nos fonds propres. Donc on a peut-être besoin d'un peu de... Un peu de leeway, oui. Donc ça a été obligé. Donc on a ces obligations d'État indexées sur l'inflation et donc une charge de la dette. Et si l'inflation monte ou si les taux montent, ben, on a une telle dette aujourd'hui à 125% du PIB. On avait fait des petits calculs il y a quelques semaines là-dessus. Ben, aujourd'hui, si les taux étaient à 7, allez, quasiment à peu près à l'inflation, bah, je crois que toutes les recettes fiscales iraient au service de la dette. Il n'y aurait plus rien pour rien d'autre. Donc, c'est pour te dire à quel point on est dans une situation difficile, quoi. Je vois pas comment. Donc, il reste que la France est dans ce qu'on appelle une trappe à dette. Une trappe à dette. Ça, je voulais t'amener vers la trappe à dette. C'est-à-dire avec le taux de croissance qui est très inférieur au taux de la dette. Bah, tout le monde peut comprendre que si ton salaire augmente de 3% par an et que tu as une dette égale à ton salaire, et que si les taux passent de 3 à 6, ben, tu ne vas pas bien vivre. Hein. Oui, ben c'est certain. Si tu capitalises ta dette à 6% et que tu capitalises ta richesse à 3%, ben, c'est qu'une question de temps avant que tu sautes. Quoi. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Mmh. Donc la question est la bonne, et la réponse est, le vrai danger, c'est l'inflation. Mmh. Parce que s'il n'y a pas de... Et à ce moment-là, si ça repart en inflation, ben ça veut dire qu'il faut avoir, dans tout ce qu'on a dans son portefeuille, beaucoup de tout ce qui est matière première. Alors, les gens te demandent justement, puisqu'on est ça... tu auras une question sur l'euro, mais je vais te poser celle-là avant, quand même. En cas d'écroulement de la monnaie, donc ça va venir... Est-ce qu'il faut privilégier l'or ou le franc suisse ? Et quelle banque serait pour vous la moins systémique en Suisse ? Alors, en Suisse, à mon avis, c'est quand même les banques cantonales. Oui. Tu vois, parce que, comme je l'ai expliqué, c'est quand même une économie extrêmement décentralisée. Je vais donner l'exemple d'un gars qui cherchait à établir une affaire industrielle en Suisse que tu connais et qui avait vu les différentes banques cantonales. Les banques cantonales, dans le fond, elles s'occupent de leur canton. Donc, elles sont ce que les banques ne devraient jamais cesser d'être, des banques locales. Oui, elles prêtent aux affaires, elles voient les gens, elles prennent des actifs en garantie. On en avait souvent parlé, mais c'était le Glass-Steagall Act aussi à l'origine, c'est-à-dire la séparation des banques de dépôt et des banques casino. Or, en France, on est revenu, c'était encore un Debré qui nous a fait ça, n'est-ce pas ? Et tout à coup, les grandes banques, comme les banques Rothschild, les grandes Suez et ainsi de suite, qui étaient C'est surtout la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole, qui étaient des banques, qui sont devenues des banques absolument gigantesques. Je crois que la taille du bilan de la BNP est très supérieure au PIB français. Donc, on a créé des espèces de monstres qui sont too big to fail. Mm-hmm. Tu vois. Et donc, à ce moment-là, s'il y a un problème qui se passe dans la liquidité de l'économie du pays et tout, la Banque centrale n'a pas d'autre solution que de sauver la banque qui risque de sauter. Bien sûr. Alors que quand c'était une banque palatine ou des petites banques comme ça, tu avais des petites banques qui sautaient, comme à l'époque des chemins de fer, avec des banques qui sautaient. Elles ne sautaient pas, on la faisait racheter par une grosse banque, un consortium ou n'importe quoi, et on demandait à la famille de remettre du fric. Donc,
Il y a eu un effort pour pour avoir des champions nationaux. Tu sais, nous, donc on a des champions nationaux des banques. Donc on a les champions nationaux on en a 3, des banques qui, si elles font faillite, foutent en l'air tout le système, quoi. Sachant elles sont sous-capitalisées. Elles sont sous-capitalisées, surtout s'il y a un gros problème sur le marché obligataire, parce que tous leurs fonds propres, qui sont là pour parer aux mauvais coups, sont investis dans des machins qui, dans le fond, je passe mon temps à dire depuis un certain temps que ça ne vaut rien. Elles auraient leurs fonds propres en or, on se dirait, ça va. C'est ce que disait Pierre Morgan, qui avait réglé la grande crise financière, ça devait être en 1907 aux États-Unis, qui avait fait l'office. Il n'y avait pas de banque centrale à l'époque, donc JP Morgan avait fait l'office de banque centrale. Et ce qu'il avait fait, c'est que dans toutes les banques, il avait dit aux gens, vous mettez l'or, puisque tu peux te faire rembourser en vitrine. Or. Vous mettez l'or en vitrine. Quand le client rentre, il voit de l'or partout. Et donc, il se dit, je n'ai pas besoin de retirer mon fric, quoi. Oui. Ils en ont. Je reviendrai la semaine prochaine, là, ça va m'embarrasser. Il est là. Il est là, il ne se fait pas de soucis. Donc, voilà, parce que quand c'était de l'or, tandis que là, s'ils me disent, le Trésor français va venir sauver la banque, mais tu te dis, oui, mais le Trésor français, il le fera avec quel pognon Donc, tu vois, on rentre dans une espèce de crise de confiance aussi. De crise de confiance, et ça amène à terme, si ça se produit, à une baisse de vélocité de la monnaie, parce qu'une fois que tu as changé de ton compte bancaire à des billets dans le matelas, les billets dans le matelas, ils bougent beaucoup moins vite que le compte bancaire. Oui. Tu vois, il ne peut pas être prêté, donc c'est une espèce de... Donc, encore une fois, pour moi, la grande faiblesse du système européen aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de pays comme l'Angleterre, la France, et maintenant la zone euro, même l'Allemagne, est en train de rentrer en déficit extérieur. Et la question, c'est, pour financer ce déficit extérieur, il faut soit vendre des actifs, c'est-à-dire tu vends les bijoux de famille, soit de l'or, si tu en as dans ta banque centrale, soit tu empruntes de l'argent aux étrangers. Depuis 20 ans, on fait qu'emprunter de l'argent à l'étranger. Ça veut dire que 50% de la dette française est placée à l'étranger. On ne sait pas où, mais à mon avis, c'est Qatar, c'est l'Arabie Saoudite. 50% de l'argent. Bon. Mais s'ils se disent, le papier qu'on me donne là, il vaut rien, ils vont dire, soit de l'or, soit des actions LVMH, allez. Et LVMH, il va dire, none of my business. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est sur des actifs. Et j'ai vu, par exemple, que la Chine, il y a quelques semaines, avait acheté le port de Hambourg. Oui, j'ai vu. Donc, c'est vraiment ainsi. On a dit, vos euros, là, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est avoir un port pour envoyer nos affaires. Ça fait un moment que la Chine rachète des aéroports, des choses tangibles. Parce qu'ils se disent, ça vaudra toujours quelque chose. Oui. Alors que le bout de papier coloré qu'on m'envoie, vous êtes gentil, mais... j'en veux plus. Donc, de plus en plus, on se rend compte qu'en Europe, on va nous demander de vendre nos actifs. Des on en avait parlé, ça, déjà. Donc, on sent qu'on arrive un peu à la fin du système d'endettement, parce qu'une fois... je vais faire une petite incidente, là, je suis confus, mais... tout le monde a gueulé contre les bénéfices de LVMH, l'argent de Arnault, que c'était l'homme le plus riche du monde, etc. Bon. Quand on prend les statistiques internationales de ce qu'on appelle en anglais, je ne sais pas quel est le mot français, les remittances, c'est-à-dire les gens qui sont sortis du pays et qui envoient du pognon à l'extérieur. Les champions du monde par tête, c'est les Philippins. Oui. Tu te balades dans le 16e, dans les jardins publics, et tu comprends pourquoi. Donc il y a toutes ces femmes qui sont dans le monde entier qui travaillent et qui renvoient du fric en Philippines. Aux Philippines. Et j'ai vu avec stupéfaction que maintenant... la France, en termes absolus, était la 5e ou la 6e puissance. On est le seul pays développé. À recevoir du fric de l'extérieur. À recevoir du fric de l'extérieur. Ça veut dire que maintenant, on a une partie importante de notre force de travail qui travaille à l'extérieur et qui renvoie du fric en France. Mais qui c'est les gars qui pochent chez LVMH. À la Bourse de Londres. À la Bourse de Londres, etc. En Suisse. En Suisse, voilà. Donc, il y en a un paquet extraordinaire. Donc, quelque part, on est déjà dans la situation d'un pays qui ne survit que parce que les Français de l'extérieur font vivre le pays de l'extérieur. Donc, si on ruine M. Arnault, si on lui pique son truc et tout, c'est pas
Monsieur Mélenchon qui va faire rentrer du pognon venant de l'extérieur, quoi. Puisqu'il n'en a pas, et puis qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. Oui, il a quand même un petit million. Oui, il a 1 million parce qu'il a un appartement à Paris qu'il avait acheté avec des préfets par l'Assemblée nationale à 0%. Donc ça, c'est juste de l'enrichissement sans cause, quoi. C'est la base. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la France est déjà en train de passer dans la catégorie des pays qui ont besoin que les Français de l'étranger soutiennent le système social français, quoi. Et à la place de les emmerder, on ferait mieux de les inciter à investir plus en France. Ils doivent faire rentrer ce qui est nécessaire pour garder leur maison en Provence, mais c'est peut-être plus intelligent de les inciter à acheter des actions LVMH, par exemple. Bon, alors là, bonne chance. Alors, une question à propos, justement, si les cartes étaient rabattues, ça fait très longtemps qu'on en parle, mais dans l'éventualité d'une sortie de l'euro, qu'adviendrait-il des dettes privées, des crédits immobiliers, des prêts à la conso en cas de sortie, et quelles seraient les conséquences sur les Français ? Qu'est-ce qui se passerait ? Alors, c'est une bonne question, mais en principe, le droit français s'applique aux emprunts faits en France, par des particuliers ou d'autres parties. Et il y a une clause de la loi internationale, qui est une des plus anciennes, qui est ce qu'on appelle l'ex monetae, tu sais, c'est-à-dire que dans l'État souverain français, rions un peu, mais enfin, dans l'État souverain français, la monnaie, c'est l'État qui décide de quelle est sa monnaie. Oui. Donc, si l'État français décidait dans un moment éclair de lucidité de sortir de l'euro et de retourner au franc français, toutes les dettes sont immédiatement converties en franc français. C'est-à-dire que les dettes que vous avez, la Société Générale, le Crédit Agricole, la BNP, etc., seraient immédiatement transformées en dettes en franc français. Je ne sais pas si tu as remarqué, sur tous tes comptes bancaires d'ailleurs, il y a la valeur en euros, et puis à côté, il y a tu peux la transformer en francs si tu veux. Oui. Tu vois, il suffirait d'appuyer un bouton pour que toutes les dettes soient, qu'on oublie les dettes en euros et qu'on passe aux dettes en francs. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, à la place de payer de 3% en euros, il paierait du 3% en francs français, quoi. Il est probable que dans ce cas-là, le franc français baisserait au début au moins, et que ça ferait, comme il y aurait une panique, et que les taux d'intérêt monteraient. Donc ceux qui ont des prêts à taux variables risquent de déguster pendant la période où ça monte. Mais si tu as emprunté à 30 ans ou à 20 ans une mortgage, tu resteras à 2,5, puis voilà. Donc, ça ne change rien. Ça ne change rien. Bon, ils auront leur compte qui sera en francs français, qui baissera peut-être au début vis-à-vis de l'euro, mais c'est même pas certain. D'accord. Donc, il n'y a pas de raison de faire de panique, quoi. Tu y as un peu répondu, mais je repose quand même la question. Concernant la partie défensive du portefeuille idéal, faut-il changer la proportion de l'or et des obligations chinoises de 1/3, 2/3 à 50-50 ? Alors là, je serais assez d'accord. Faut-il commencer à diminuer légèrement la partie défensive au profit de la partie offensive ou la laisser telle qu'elle ? Pour l'instant, la deuxième partie de la réponse est facile. Pour l'instant, je la laisse telle qu'elle. Parce que, pour ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a encore toute une série de baleines à remonter. De baleines à remonter, et puis il y a des trucs qui se passent qui sont pas bien nets, et puis l'inflation, et puis c'est pas réglé, puis le problème de la dette, et puis l'Ukraine. L'Ukraine, il y a toute une raison de garder. Alors, quand il y a eu la crise de l'Ukraine qui a commencé, on a eu un mouvement de panique dans les marchés, et beaucoup de grands institutionnels ont vendu le peu d'obligations chinoises qu'ils avaient. Ils n'en avaient pas beaucoup, mais enfin, ils vont attaquer Taïwan, et moi, je vais me retrouver avec un truc que je ne pourrais pas vendre. Donc, ils ont tous vendu. C'était une erreur. Mais ça fait rien, ils l'ont fait. Et à l'époque, j'avais fait un papier, il y a quelques semaines, je crois, dans lequel je disais, écoutez, si vous pensez que le risque de Taïwan est très important, vous mettez 33% en or et 66% en actions, et puis vous oubliez les obligations chinoises, puisque il y aurait un risque systémique ou un risque géopolitique auquel je ne croyais pas du tout. Mais enfin, et du coup, ça changeait un peu la nature du portefeuille, parce que l'or a fait mieux depuis que les obligations chinoises, donc c'était une bonne décision.
Mais l'or est quand même beaucoup plus volatile que les obligations chinoises. Donc ça donnait un portefeuille qui prenait plus de risques. La volatilité augmentait énorme. Donc moi, mon portefeuille personnel, je reste sans bouger. Je garde... la question, est-ce que je dois passer 50% en or, 50% en obligations chinoises? Si vous voulez, mais c'est pas... ça changera pas vraiment le schmilblick. D'accord. Alors, c'est une question un peu technique, mais je ne sais pas si tu peux véritablement y répondre de façon... Bon. Merci pour vos vidéos très instructives. Quels sont les points qui impactent le plus la rentabilité du capital investi au niveau d'un pays? C'est une question qui est très, très intéressante. Les impôts? Alors, regardons la Suisse et la France, sur laquelle on avait fait une émission. Tu te souviens, que je vous invite à regarder. Oui. Et là-dedans, on montrait en quelque sorte la rentabilité du capital investi, c'était la marge brute d'autofinancement. Tu te souviens, c'était... Alors, l'une des choses que les gens disent, c'est si la monnaie dévalue, c'est bon pour les marges. Oui, c'est bon dans le court terme, mais c'est une manipulation. Les Suisses, leur franc suisse n'arrête pas de monter. Et ils ont des marges qui n'arrêtent pas de monter. Il y a une période où ça râlait quand même chez les fabricants de montres en disant, dis donc, avec votre franc suisse, là, on a du mal à vendre quand même. On a du mal à vendre, mais de toute façon, ça fait des années qu'ils râlent. Mais que oui, enfin bon. Mais en tout cas, le franc suisse, mais la BNS continue son truc, bien sûr. Il continue à monter. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc le taux de change n'est pas important si les fondamentales du pays restent sains. Donc le taux de change, c'est important, mais simplement si on veut enlever les bêtises que fait le gouvernement. Donc le vrai danger, c'est toujours la même chose, c'est qu'on ait des gars qui veuillent faire une politique industrielle, manipuler les prix, manipuler les taux d'intérêt, et à ce moment-là, on se retrouve dans la situation de la France. Donc l'élément essentiel, c'est la sainteté, si j'ose dire, du droit de propriété, qu'on t'emmerde pas, et une grande stabilité du système juridique et fiscal, qu'on ne change pas toutes les 5 minutes, que les types puissent prendre... que tu puisses avoir une visibilité dans ton investissement. Sur le moyen et long terme. Et je vais dire un troisième truc qui est très important, c'est la qualité du personnel qui travaille. Tu vois, la qualité du système de formation et d'éducation du pays. Et alors là, il faut dire quelque chose, c'est que les Suisses, ils ont un système où, dans le fond, ils disent, dans le fond, des intellectuels, on en veut bien, mais pas trop, quoi. Donc, il y a 20% des gars qui passent le bac ou quelque chose comme ça. Puis les autres... Ils ont un système comme on avait un peu avant mai 68, c'est-à-dire avec une maturité, oui. Un diplôme du baccalauréat extrêmement difficile à acquérir. Et ils n'hésitent pas, dès la seconde, à avoir des systèmes de formation qui proposent des métiers directement, et ensuite des passerelles si on veut revenir vers des métiers plus intellectuels. Voilà, et ça, c'est donc au fur et à mesure de sa vie. Et donc, ce qui se passe, c'est que la plus grosse partie du travail de formation est fait par les entreprises. Et ben ça, si tu veux, ça se voit parce que, comment dire, quand tu es un jeune et que tu apprends ton métier avec un type qui est un peu moins jeune, tu as une espèce de relation qui se crée entre le jeune et le moins jeune. C'est plus tellement le travail contre le capital. Il y a mon copain Muller, qui a 20 ans de plus que moi, qui m'apprend comment bosser, quoi. Et donc, ça permet une personnalisation des relations de formation que je trouve, moi, extraordinairement intéressante. C'est un peu comme les compagnons du voyage autrefois en France, où c'était les maîtres compagnons qui apprenaient aux jeunes comment faire les trucs, et ça donnait des relations dans le travail qui étaient complètement différentes. Donc, en France, on a choisi que tout le monde devait être un intellectuel, tout le monde devait faire une licence de sociologie, mais après ça, pour faire tourner une vis ou un vilebrequin, ils savent pas, quoi. Donc, ce dont souffre la France, c'est d'abord l'instabilité du droit, l'instabilité des impôts, une monnaie qui n'est pas un prix de marché. Une classe politique. Mais une classe politique qui ne comprend rien, mais aussi une détérioration extraordinaire que je constate tous les jours
dans la qualité des travailleurs, quoi. Mais oui, mais alors ça, il faut 20 ans pour le retourner. Ça, quand tu parles de la qualité des travailleurs, c'est aussi la vision que les gens ont du travail. Puisque comme les relations de travail se sont dégradées, peut-être aussi parce que ces notions de corporation, de nid ne sont plus là, les gens parlent maintenant, mais dès l'âge de 20 ans, de pénibilité du travail. Et de prendre leur retraite. Les mecs qui à 20 ans défilent à Paris parce que pour leur retraite dans 40 ou 50 ans, j'ai du mal, quoi. Je me dis, mais et surtout, ce qu'il y a quand même de tragique, c'est... Alors, bien sûr, il existe des métiers qui sont éminemment fatigants, les gens qui travaillent dans des entrepôts alors qu'il fait moins 23 degrés, certains ouvriers viticoles qui peuvent être... c'est vrai que tu dois te baisser. Bon, voilà. Tu as des métiers, certes, qui sont difficiles. Mais si tu regardes dans l'histoire, ces métiers étaient aussi difficiles au 19e siècle. Et les métiers difficiles sont quand même de moins en moins difficiles. Il y a beaucoup de machines pour aider. Tu regardes, c'était quoi? C'était la bête humaine. Tu voyais, là, tu devais mettre voilà, et puis tu mettais le charbon dans la fournaise. T'avais chaud. Maintenant, les mecs, ils ont quand même un guidon. Et c'est tout droit, hein. Ils ont un volant, tu te dis, mais pourquoi tu as un volant? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les types à la SNCF, d'après ce que je me suis laissé dire, c'est peut-être des mauvaises langues, touchent toujours une prime de charbon. Ça m'étonnerait pas, tu sais, ça c'est comme... C'est-à-dire, parce que comme c'était difficile de le mettre comme ça, tu sais, il y avait le gars qui allait chercher le charbon derrière, qui le mettait. Ça, c'était très difficile et c'était très fatigant. C'était la fameuse histoire de quand Churchill avait examiné les comptes de l'armée anglaise et qu'il y avait une prime il y avait des chats. Il y avait des chats, Il y avait des chats qui étaient dans l'armée anglaise. Il y avait des maîtres chats. Alors, il a fait venir les gens en disant, mais enfin, pourquoi il y a des maîtres chats? Il dit, oui, c'est pour empêcher que les souris ne mangent les arcs. Les cordes des arcs. Il me dit, mais on utilise plus de longbow depuis 1852. Oui, mais on a conservé les maîtres chats, nous, personne nous a dit. C'est exactement ça. Donc, il y a beaucoup de maîtres chats dans l'administration, quoi, c'est ça. Oui, c'est ça. Et je crois que ça doit décourager les gens. C'est-à-dire qu'ils voient des gens qui sont là et qui, dans le fond, n'ont rien à faire et restent là toute la journée. Alors là, en revanche, quand tu te retrouves, parce que ça m'est arrivé dans des changements de poste et ainsi de suite, à rien avoir à faire toute la journée est longue. La journée est très très longue. Il n'y a rien de pire que de s'emmerder dans un boulot. Que d'être là et de n'avoir rien à faire. Il y avait un type qui avait fait un procès à la mairie de Toulouse parce qu'on lui donnait rien à faire. Donc il avait gagné d'ailleurs. On avait trouvé que c'était une... c'est une forme de torture morale. Voilà. Donc là, on a un vrai problème parce qu'on a dévalorisé le travail et le seul but dans la vie, dans le fond, c'est de travailler le moins possible. Or, j'ai toujours pensé que pour avoir une vie pleine, il faut aimer son boulot. Cela dit, on est tous d'accord que l'homme est par nature paresseux et qu'effectivement, notre but à tous, c'est quand même de travailler le moins possible. Mais de manière amusante. Le moins possible, je ne sais pas trop, mais en tout cas... le faire le moins possible. Ce que disait Richelieu, c'est qu'il disait l'homme est un mulet qui se gâte au repos. J'ai toujours beaucoup aimé cette expression. C'est-à-dire que ne rien foutre, tu as l'impression que tu gagnes quand t'es patron, etc., ils te payent à ne rien foutre, mais ça te rend pas heureux. Et tu n'apprends rien, et donc tu t'améliores pas. Et donc on a un vrai problème. Moi, il faudrait faire des cours sur le fait que travailler comme dans quelque chose qu'on aime, c'est quand même une bénédiction. Oui, bien sûr. Mais il y en a peu qui sont dans l'administration quand même. Question sur la monnaie numérique des banques centrales. Tu as vu qu'ils essaient de mettre en place une monnaie numérique des banques centrales. Personne n'y comprend rien, moi la première. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est une façon pour eux de nous couper le cash? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même leur ordre du jour. C'est une façon pour eux de nous contrôler. Alors, qu'est-ce que c'est que la monnaie numérique de banque centrale? C'est qu'en quelque sorte, tout le monde, chaque citoyen, aura un compte à la banque centrale. Et tu auras, mettons, une carte de crédit sur ce compte. Et quand tu tireras sur le compte, la banque centrale sera immédiatement au courant. Mm-hmm. Donc, il n'y a rien... Comment j'ai consommé, où j'étais, à quelle heure, avec etc. qui. Donc, à ce moment-là, tu n'as plus mais vraiment aucun secret bancaire. Les autorités sont au courant de tout l'argent que tu dépenses. Surtout les autorités européennes, même pas les autorités de mon pays national. Mais les autres, et puis une fois que c'est dans le système des... Donc si tu es, je sais pas,
un opposant au gouvernement, on va trouver que tu dépenses ton argent comme il faut. Donc c'est une façon de mettre tous les dépôts des Français sous le regard permanent du gouvernement. Européen ou national. Mais de toute façon, donc pour moi, c'est un truc qui est un pas de plus vers Big Brother. Mais tu vois, ce qu'il y a de fou, c'est que c'est contre-intuitif parce que, au contraire, les crypto-monnaies sont un pas de plus vers plus de liberté. Non, bien sûr, mais un pas de plus vers plus de liberté. Or là, ils se servent de la technologie pour en faire précisément l'inverse dans l'autre sens. Voilà, c'est toujours la technologie. J'ai toujours dit que c'était comme la langue d'Ésope, tu sais, ça peut être le meilleur et le pire. Et si tu donnes à ces corneaux qui nous gouvernent le droit de savoir ce que tu fais en temps réel, imagine pendant le confinement. Ah bah oui. Tu vas aller faire une dépense, je sais pas où. En dehors des, je sais plus, 7 km, je sais plus, on avait le droit. 1,5 km, je sais plus quoi. À ce moment-là, tu te retrouves, toi, avec le gouvernement qui est au courant, et tu prends une amende. Oui, bien sûr. Puisque tu n'avais pas le droit de sortir. Donc, s'il y a une chose de certaine, c'est que moi, je ne veux pas aller vers un système où le gouvernement est de plus en plus au courant de tout ce que je fais. Et est-ce que tu crois qu'ils peuvent nous supprimer le cash ? L'idée, c'est à partir du moment où ça existe, tu n'as plus besoin de cash, quoi. Tu donnes ta carte, tu fais clic-clic, mais en faisant clic-clic, tu dis à la Banque de France, qui te transmettra aux autorités, que j'étais pas chez moi quand j'aurais dû y être. Ouais. Alors, je fais quand même assez confiance aux Allemands pour conserver le cash, parce qu'ils en sont quand même très dépendants. Oui, parce qu'ils sont très corrompus. Voilà, et on peut faire confiance aux Grecs aussi. Oui, aux Italiens. Voilà, mais par contre, tu as vu que la nouvelle première ministre italienne, elle veut enlever toutes les entraves qu'on mettait à l'usage du cash. Elle dit il faut redonner aux Italiens la possibilité d'utiliser du cash. Donc, elle a compris quelque chose, celle-là. Oui. Elle a compris quelque chose. Elle a compris qu'il ne fallait pas laisser les gens surveiller votre compte en banque en temps réel. Hein. Il est certain que une fois que tu contrôles la monnaie, tu contrôles pas mal de choses. Alors, attends. On va faire un petit aparté, justement, sur l'effritement du droit de propriété en Occident. On en a parlé. Est-ce que quelqu'un voudrait que tu lui parles de Singapour et de ce que tu vois comme développement en ce moment autour de Singapour ? Alors, Singapour... C'est un truc très intéressant. Je connais assez bien Singapour, puisqu'il y a bien longtemps, le grand fonds de pension de retraite de Singapour, qui s'appelle le GIC, avait pris une participation dans la société de gestion que j'avais créée, et que j'ai contribué à former toute une partie des cadres dirigeants du GIC. Donc, c'était rigolo, parce que quand je parlais avec eux et tout, ils me disaient, mais Charles, parce que c'était tous des très bons élèves, hein, ils étaient tous first à Cambridge, ou ils arrivaient d'Harvard et tout, ils me disaient, bon, c'est intéressant ce que vous dites, mais comment vous avez eu l'idée ? Et je leur disais, alors là, comment vient une idée ? Comment veux-tu le savoir ? D'un seul coup, tu vois un truc, puis ça te paraît évident, mais puis les autres ne le voient pas, alors tu dis, ah bon. Et c'est très curieux, parce que, dans le fond, la société confucéenne, qui est une société comme celle de Singapour, qui est très confucéenne, ça ne favorise pas la créativité. D'accord, oui. Parce que c'est quand même le groupe, la famille, l'État, l'empereur et tout qui sont les garants de la stabilité de la société. Ils mettent une prime sur la stabilité de la société par rapport au développement individuel. Bon, donc, oui, ça te donne des sociétés où tu n'as que des bons élèves, mais il n'y a personne qui peut marcher de travers, quoi. Ça, c'est un peu, donc c'est des sociétés qui sont très harmonieuses, très, très solides, très... Tu es en train de me dire que le génie naît du chaos ? Non, mais ça naît du chaos et ça naît aussi de la façon dont on pense. Nous, on cherche à se développer tout seul, tu vois, je veux dire. Oui. Enfin, tu vois, comme vous avez les gens qui m'entendent parler, ils savent bien que je parle assez peu du développement du groupe, quoi. C'est-à-dire, je dis comment vous pouvez vous améliorer, vous, individuellement. C'est le fond du christianisme. Mais le fond du confucianisme, c'est comment vous pouvez être un membre valable du groupe auquel vous appartenez, tu vois. C'est pas du tout le même... Donc, alors, à Singapour, c'est un système qui marche très, très bien.
qui marche très bien, il n'y a rien à dire, mais les gens s'emmerdent. Les gens s'emmerdent. Par exemple, Hong Kong, qui est beaucoup plus britannique, dans son essence, c'est le chaos créatif, quoi, c'est vachement bien. Les gens ont tendance à rester à Hong Kong parce qu'on s'emmerde pas à Hong Kong, alors que Singapour, on s'emmerde. C'est trop poli, glacé. C'est trop propre, je veux dire, je ne veux pas dire des mal des gens intéressent, mais Hong Kong, c'est Londres, chaotique avec des gens partout, toutes les races de la Terre. Singapour, c'est un peu Zurich, quoi. C'est Bâle. Ouais. C'est Bâle, c'est propre, ça marche bien, tout fonctionne. Donc, pour répondre à la question du gaz, Singapour, c'est un endroit où, sans doute, il y a 2 ou 3 endroits qui apparaissent, comme on l'a vu au moment de la guerre en Ukraine. Les biens que les gens avaient chez nous, des oligarques ou de la Russie, ont été saisis. Donc, un peu partout dans le monde de l'OCDE, on n'a plus respecté le droit de propriété. On leur a piqué sans autre forme de procès. Ils avaient une sainte gueule, ils sentaient des pieds. Bon. Et il y a des endroits qui ont dit ouais, on va les coincer et tout, puis qui les ont pas coincés. C'est Singapour, c'est Dubaï. Il y a quelques endroits comme ça dans le monde, l'île Maurice, enfin il y a des endroits comme ça. Ce qui prouve qu'ils ont respecté le droit de propriété. Ils ont respecté le droit de propriété, mais tout en disant ouais, on va coincer les oligarques. On va coincer les oligarques. Attendez, aussi bien peut-être qu'ils ont lancé des procédures légales. Peut-être qu'ils mettront 25 ans à arriver. Oui, Duralex, c'est de l'ex. Donc le grand avantage pour quiconque veut investir à Singapour, par exemple dans l'immobilier, c'est que c'est à toi. Ça restera à toi, la société est stable, et c'est des gens sérieux, et ils te feront pas un coup tordu. Voilà. Mais aller vivre à Singapour, c'est un peu dur, quoi. Oui, c'est pas... Alors, puisqu'on parle de ça, donc de la captation des propriétés... le non-respect du droit de propriété. Le non-respect, on te pose la question de comment tu vois, alors tu n'es pas Madame Irma, mais la suite du conflit russo-ukrainien. Est-ce que tu as l'impression qu'il va y avoir une dangereuse escalade ou est-ce que ça va se tasser, cette affaire ? Moi, je crois que... Sachant que tu n'es pas Madame Irma. Sachant que je ne suis pas Madame Irma et que j'ai des biais personnels, bref. Donc, il y a des tas de choses qui peuvent entacher la qualité de mon jugement. Mais l'impression que j'ai... c'est que la première partie du conflit, quand Poutine est rentré en Ukraine, c'était dans le fond, l'Ukraine massacrait des Russes. Là, il y avait 14 000 tués qui avaient été tués par des bombardements de l'Ukraine dans le Donbass. Le Donbass et le Donetsk avaient essayé de se séparer en disant non, on ne veut pas être géré par ces Ukrainiens. Bon, et donc ils avaient demandé une séparation. Donc il y avait eu une espèce de guerre civile, puis ça s'était arrêté. Mais de la partie ukrainienne, on bombardait le Donbass, etc. Donc il y a eu à peu près 14 000 civils qui avaient été tués par des bombardements comme ça. Donc, comme c'était tous des Russes, des russophones, au bout d'un certain temps, Poutine est rentré dans l'art de l'Ukraine, mais avec 350 000 hommes, alors que l'armée ukrainienne faisait 800 000 hommes. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il sort de fou, quoi, parce que normalement, il faut avoir 2 fois l'armée locale pour... ce que cherchait à faire Poutine, j'ai l'impression, je peux me tromper, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais ce qu'il cherchait à faire, c'était à forcer une négociation pour que, dans le fond, on fasse une partition de l'Ukraine ou qu'on arrête de bombarder les russophones. Je crois qu'il voulait surtout une partition de l'Ukraine, prendre la partie russe, quoi, puis le reste, ils s'en foutaient. Et puis, à sa grande surprise, tout le monde est monté au créneau et personne n'a voulu de négociation. Ceux qui ont arrêté la négociation en mars 2022, c'est-à-dire bientôt un an, c'était les Américains qui ont exigé que la guerre continue. Bon. Et du coup, à ce moment-là, Poutine, vers juin, s'est dit, bon, ça marche pas, il faut maintenant que j'en fasse une vraie opération militaire. Donc il a fait un levé de soldats. Maintenant, ils sont à 750 entre 750 et 500 000, on ne sait pas très bien, soldats entraînés. Ils ont 2000 chars, il fait froid. Et je crois que l'étape suivante, sauf, encore une fois, je peux me tromper, ça va être l'écrasement de l'armée ukrainienne, une fois pour toutes.
Oui, mais tu as vu quand même l'argent qu'on envoie, et alors l'écrasement, je ne sais pas si ça sera bien possible avec toutes les ressources. Oui, mais si tu leur envoies des chars, si tu leur envoies des avions, etc., les gars, ils savent piloter ni les chars ni les avions, et puis ils seront là dans 6 mois, les chars. Donc maintenant, il faut se rendre compte que l'armée ukrainienne aurait perdu à peu près 100 000 hommes, l'armée russe à peu près 20 000. Tu te rends compte du désastre humain que c'est pour 100 000 jeunes hommes qui ont été tués. Donc, je peux me tromper, mais je crois que dans les quelques semaines qui viennent, on va voir. Alors, ce qu'avaient fait je crois encore une fois, militairement, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il semble que les Ukrainiens aient fait des espèces de lignes Maginot en face du Donbass et du Donetsk. Tu sais, on en fait une, 2 ou 3. Pour, si les Russes essayaient d'arriver comme ça, ils tombaient sur des espèces de fortifications qui étaient... D'accord. Ils ont fait des digues. Ils ont fait des digues, 2 ou 3 digues comme ça. Et ce qui semble se passer, c'est que les Russes ont déjà conquis les 2 premières digues et ils sont en train d'arriver à la 3e, ils sont en train de la conquérir. Et une fois qu'ils auront fait sauter ces digues, il n'y a plus rien jusqu'à Kiev. D'accord. Et ces digues, c'est à Bakhmout, c'est dans des coins comme ça, à l'évidence, tout le monde a l'air de penser qu'elles vont sauter très vite. Et donc, je crois qu'on a eu une espèce de guerre de tranchées où les Russes essayaient d'écraser, d'annihiler. Ils tiraient, je crois, quelque chose comme 20 000 obus par jour, les Russes, alors que les Ukrainiens pouvaient en tirer, en tout cas, c'est 2 000. Oui, donc après, il ne faut pas s'étonner que le rapport de perte soit de 1 pour 5 quand on a eu des trucs qui étaient de 1 pour 10. Quoi. Après, il ne faut pas oublier que pour un type qui est tué, en général, il y a 3 blessés. Oui, en plus. En plus, donc ça veut dire et la main-d'œuvre ensuite derrière. Voilà. Donc, si l'analyse que je fais du conflit est la bonne, la prochaine grande manœuvre russe, ça va être d'arriver en force et de tout écraser. C'est un peu la théorie, c'est toujours la théorie militaire russe. Et je dis toujours aux gens que les gens qui connaissent un petit peu en stratégie militaire disent qu'il y a toujours 2 pays auxquels il ne faut pas s'attaquer. Oui. Le premier, c'est l'Afghanistan, et le deuxième, c'est la Russie. Et après s'être fait battre en Afghanistan, les Américains ont décidé d'aller s'attaquer à la Russie. Ce qui prouve que ce sont des incompétents historiques incroyables. Il y a des pays auxquels... I don't do Russia, tu sais, comme disait Montgomery. Moi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais moi, j'attaquerai pas la Russie. C'est en 50, c'était... Donc, il me semble que maintenant, on va avoir la phase où la Russie va écraser et va imposer une paix à l'Ukraine. Mais la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'ils essayent de prendre Odessa, qui est la ville qui est tout en bas, qui est le seul port de l'Ukraine, puisqu'ils ont déjà pris tous les autres. Oui. Et à ce moment-là, s'ils prennent Odessa, à ce moment-là, l'Ukraine devient sans accès à la mer. Et là, c'est... Donc... je sais pas, mais... Est-ce que... Alors, je sais que ça ne prend pas ce chemin-là, mais est-ce qu'un leader de son point de vue... Il faut se remplacer Zelensky. Pardon ? Ça se passera avec... Les Russes ont déjà dit qu'ils ne négocieraient pas avec Zelensky. Oui, parce que la question là, c'est qu'il faudrait peut-être négocier tant qu'il y a quelque chose à négocier. Ben voilà. Mais en même temps, les Russes disent, vous savez, maintenant qu'on est en train de gagner... On préfère aller jusqu'à... Oui, après il y a l'opinion publique et ainsi de suite, de dire voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une partition des territoires, se mettre d'accord, bon ben voilà, on prend, comme dans l'histoire... sur la table en mars l'an dernier. Oui, mais comme dans l'histoire, ça s'est fait pour l'Alsace-Lorraine, pour ainsi de suite, de dire voilà, les frontières de la Pologne ont été définies combien de fois dans l'histoire Donc vous êtes 1000 km dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc bon... D'ailleurs, ce que tu dis sur la Pologne est intéressant, parce que la Pologne aimerait beaucoup récupérer toute la partie ouest de l'Ukraine, qui est dans le fond polonaise. Et tu regardes un petit peu la carte aussi, ce qui est à l'ouest et au sud d'en bas, c'était la Hongrie. Oui. Et donc, il y a à peu près, la Hongrie s'est fait piquer à peu près le tiers de son territoire en 1945 par Staline, qui est là. Donc, tu te dis, l'une des possibilités, c'est que l'Ukraine ait été un faux pays, et qui disparaissent. Non, c'est pas. Tu peux pas dire c'est un faux pays. Il y a une langue ukrainienne. Oui, il y a une langue ukrainienne, mais c'est les gars qui sont au centre qui étaient des Ukrainiens vaguement. Mais bon, ceux-là, ils ont mené une guerre, ils l'ont perdue. C'est bien triste, ma pauvre dame, quoi.
Tu vois, si la Hongrie reprend une partie de son territoire, la Pologne une partie de son territoire, Enfin, pour les l'instant, Russes qui sont de l'autre côté... Quand tu dis la Pologne, l'Orgne ou ainsi de suite, je n'ai pas entendu de revendication de la part des Polonais. C'est des choses qui sont... Non dites. Non dites. Après, est-ce qu'il faudrait un référendum? Est-ce que... Voilà, la question, c'est ça. On peut demander après à des peuples relativement autonomes. Enfin, je crois... Là, la Russie, elle a fait sa guerre. Elle ne va pas les demander. Est-ce que les Polonais ont envie de... Mais ce qu'il y a d'embêtant, c'est qu'une grosse... Je vais dire un truc horrible. Une grosse partie de l'Ukraine a été achetée par des grands fonds américains. Oui, bien sûr. Ah bah, oui. Et donc, là, je ne sais pas si le fait qu'ils aient été achetés à un gouvernement que les Russes considéreront comme non représentatif, ils ont peut-être mis de l'argent pour pas grand-chose. Hein. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas bien là. Hein. Il y a des centaines de milliers d'hectares qui ont été achetés par BlackRock. Bon, qu'est-ce que BlackRock avait acheté des trucs là-bas, quoi. Oui, BlackRock, dont les activités en Europe sont parfois un peu opaques. Opaques, ouais, mais il ne faut pas en dire du mal, parce que je les connais très bien et c'est des gens tout à fait compétents. Oui, mais... Le fait que je les connaisse n'a rien à voir avec le schmilblick. Hein, non, mais dans ce milieu-là, tu connais tout le monde et tout le monde te connaît, donc c'est pas... tu connaissais Madoff à ce compte-là. Très bien. Voilà, donc même si tu n'as jamais voulu travailler avec lui, mais ça, c'est des choses dans le monde de la finance, quoi qu'on en dise, c'est assez petit. C'est assez petit et tout le monde se connaît. Quand je vais raconter une anecdote parce que c'est rigolo, mais quand j'ai décidé de quitter Paris, c'était en 81, donc je l'avais dit à quelques amis, etc. Et puis avec ta mère on part, et toi d'ailleurs c'est le roi, et ton frère et ta sœur, et puis, mais littéralement avant que je parte, je reçois un coup de téléphone de Chicago, d'un client de Chicago, qui me dit « Alors il paraît que vous partez à Londres ?» Mais je l'avais dit à personne. Ah oui, à des potes quoi. À des potes, en disant « Bon, je m'en vais ». Et donc le mec à Chicago, donc c'est... Oui. C'est très curieux, comme en effet c'est un monde assez petit, et qui travaille beaucoup sur... Ouais, je le connais, il est là depuis longtemps, il doit être bien. Avec qui il a travaillé avant, avec qui... Ouais, tu m'as toujours dit ça à propos de certaines personnes, en me disant, quelquefois, je n'ai pas travaillé avec des personnes simplement par les noms qu'ils me donnaient de personnes avec qui ils avaient travaillé. Exactement. Et que je savais qu'ils étaient douteux. Et dans le doute, je préférais m'abstenir pour me rendre compte des années après qu'effectivement, toute la ligne... Il y a des gens qui travaillent ensemble qui sont convenables, des gens qui travaillent ensemble qui ne sont pas très convenables. Mais personne ne le dit. Donc toi, tu arrives dans le marigot, tu ne sais pas qui est qui. Tu peux au début te tromper un peu. Voilà. Non, mais il faut faire très attention. Et comme dans la finance, il n'y a pas d'autre valeur que la réputation. Si tu travailles avec les mauvais, Oh well. Bon, écoutez, voilà, on aura fait une petite séance de questions-réponses que j'ai essayé. Alors, je suis désolée, encore une fois, j'essaie d'en prendre un petit peu sur Twitter, un petit peu sur le site YouTube. Donc, voilà, c'est une cote mal taillée. Mais on essaie d'en faire tous les mois quand même pour on essaie d'en faire une fois tous les mois, surtout que... c'est quelque chose, je voudrais dire encore quelque chose ici, c'est que ce que disait Keynes, pour lequel j'ai pas une grande affection, mais il disait des choses très vraies. Il disait, il y avait quelqu'un qui lui reprochait d'avoir changé d'avis sur un sujet. Et Keynes a dit, mais monsieur, les événements ont changé, donc mon analyse s'adapte. C'est-à-dire que la difficulté dans nos métiers, par exemple, si je dis toutes les banques françaises vont faire faillite, bon. Et puis les choses changent, elles vont plus faire faillite. Et si je continue à dire toutes les choses faire faillite, je deviens un esprit fermé. Oui. Donc la difficulté, c'est, une fois qu'on a pris une décision, on a dit vous devez faire ci, vous devez faire ça, etc. Il faut pouvoir garder la capacité de changer d'avis. Et c'est pour ça que j'aime bien l'espèce de construction de portefeuille que j'ai faite, c'est qu'elle me laisse la possibilité de changer d'avis si les événements changent. Je ne suis pas bloqué sur le fait que les marchés vont s'écrouler et que... Mais quelque part, c'est le propre d'un esprit scientifique que de réfléchir comme ça. Or, ça a été aussi un des grands problèmes avec... pardon, je fais un saut du coq à l'âne, mais pas tant que ça,
avec l'esprit scientifique autour des vaccins, c'est que dès le début, on a eu un... Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution et nous savons que nous avons raison. Or, au fur et à mesure, non seulement ça a été prouvé que non, mais l'approche scientifique qui était de l'absolue certitude est contraire à l'esprit scientifique. Exactement. Dire je sais que la Terre est plate, je sais à l'instant T, eh ben c'est exactement ça. Donc pour naviguer dans les marchés financiers comme j'essaye de le faire depuis 50 ans, il faut garder sa flexibilité. Il ne faut pas se mettre dans une situation où tu es coincé. Et à ce moment-là, si tu te sens coincé, il faut tout vendre pour commencer à réfléchir. Parce que très souvent, à ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas défendre ta position coincée. Qui parfois, il n'y a plus de lieu d'être. Donc la difficulté, c'est de garder cette espèce de capacité à je détale quand j'en ai envie, quoi. Je dis écoutez les gars, je me suis trompé, ou je ne me suis pas trompé, mais enfin les choses ont changé, donc je change. Et c'est quelque chose que la plupart des gens, par vanité, refusent de changer d'avis. Ben non, il n'y a pas de raison d'être vaniteux. On fait du mieux qu'on peut, puis on dit les gars, oh je me suis trompé, puis on passe à autre chose, quoi. Ce que vous avez acheté et ce que vous avez vendu ne savent pas que vous les aimez, que vous les détestez. Oui, c'est ce que tu dis toujours dans les... IBM, c'est pas que je l'aime ou que je l'aime pas. Ou Microsoft, et en plus, elle en a rien à foutre. Oui, non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Donc, il faut partir du principe que vous avez affaire à un gros monstre qui n'a aucune affectivité. C'est pas un chien, où il est, celui-là, d'ailleurs. Et il est là. Les gens se plaignent qu'on le voit pas assez, tu sais. Hein. Oui. Il faudra faire des plans. Hein. Il faudra faire des plans sur lui. Là, dire à Jérémy de faire des plans. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci, on va rendre l'antenne. Et merci encore de nous avoir suivis. Vous aurez Léonard tout à l'heure. Oui. Et puis nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Comme d'hab. Merci encore. À bientôt. Au revoir.